Unekan Brysen Hedima Senari Andreides. C'est pour moi un grand plaisir de présenter mon vieux comparse, vieil ami et collègue, estimé collègue du département de sociologie de l'Université Laval. Nous sommes des confrères de classe, vous le savez, des UQAMiens de l'époque. Il est difficile de présenter Olivier Klein tant c'est quelqu'un qui a des connaissances encyclopédiques et j'ai eu des échanges avec lui sur le plan intellectuel, sur tellement de domaines, mais principalement, je voudrais mentionner que c'est un très bon spécialiste de Hegel, qu'il a vraiment énormément travaillé pendant des années. C'est un hegelien, c'est un spécialiste réputé de Karl Marx. Alors, Marc Angenou n'est plus là tout à l'heure, mais il demandait hier, parce que les deux questions, c'est qui une fois dans sa vie, pour vrai, a vraiment lu le Capital, et qui a vraiment lu À la recherche du temps perdu de Proust. C'est les deux tests, quoi. Et moi, j'étais en ça, je me disais, je sais pas moi, mais j'en connais un qui l'a eu, Capital, ça c'est sûr. Je pensais à Olivier. Et donc, c'est ça. Alors, si vous voulez, parmi les axes forts de ces recherches, c'est la tradition hegelienne, Marx. Il a un double cursus de philosophe et de sociologue, et donc c'est le philosophe de service du département de sociologie, et tous les cours liés à la théorisation sociologique retombent sur sa table. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup développé les liens entre la tradition philosophique, etc., et toute la tradition psychiatrique et psychanalytique. Donc, un bon connaisseur de Freud et de Lacan, et les liens. Alors, c'est son côté un peu foucaldien, je dirais, du lien entre la philosophie, la psychiatrie, et par ce biais-là, une sorte d'engagement social, je dirais. Donc, voilà pour simplement dire quelques mots. Donc, très content de sa présence. Et puis aussi, depuis un certain nombre d'années, un détour que je ne critiquerai certainement pas chez les Grecs et sur la question de la démocratie et de la liberté chez les Grecs qu'il a adjoint à son travail. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bon, merci Jean-Marc. Merci d'abord pour cette présentation fort généreuse. Et puis merci pour cette invitation qui me donne l'occasion de parler devant vous cet après-midi. Ça me fait un immense plaisir d'être là, de parler dans ce colloque que je juge, disons, particulièrement propice, particulièrement adapté au temps présent. Je pense que voilà, c'est un fait que réfléchir sur l'héritage des Grecs aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Et puis, particulièrement content de vous parler aujourd'hui, cet après-midi, de la question de la liberté. Alors, il faut que vous sachiez quand même que, peut-être, quelques mots d'avant-propos, si vous voulez. Le thème de la liberté est un thème que j'ai pendant très longtemps dédaigné. C'est une question qui ne m'intéressait pas. Et je dirais presque de façon délibérée. Et ce n'est que très récemment que la question de la liberté est devenue une question importante pour moi. Je vous passe sur les hasards, enfin les contingences qui ont fait que c'est devenu une question importante. Mais depuis 2-3 ans, j'ai donné une série de conférences autour du thème liberté, libéralisme, néolibéralisme. Je donne actuellement un séminaire de doctorat et de maîtrise autour de ce thème, au département de sociologie. Un certain nombre d'étudiants sont là, et d'étudiantes, ça me fait très plaisir. Et c'est un petit peu dans ce contexte. Et puis je me dois finalement d'ajouter que ce que je vais vous dire aujourd'hui
est pour l'essentiel tiré d'une conférence que j'ai donnée en Californie l'année dernière, exactement il y a un an. Et donc, mais je l'ai donnée en anglais, et là, c'est pour la première fois que je vais reprendre le contenu de cette conférence, disons, dans le détail. La première fois, je vais le faire en français. Enfin, dernière remarque d'avant-propos, mon propos va être un peu décousu, mais c'est volontaire. Donc je commence avec une citation de Michel Foucault, tirée de La naissance de la biopolitique. La liberté, ce n'est jamais rien d'autre, et c'est déjà beaucoup, qu'un rapport actuel entre gouvernants et gouvernés, un rapport où la mesure du trop peu de liberté qui existe est donnée par le encore plus de liberté qui est demandé. Fin de la citation. Donc, vous trouvez ça dans Naissance de la biopolitique, le cours de Michel Foucault sur le libéralisme et le néolibéralisme donné au Collège de France en 1978-79. Page 64. Je ne commande pas pour l'instant. Mon propos va se diviser en 3 parties. Dans un premier temps, je vais développer autour de l'outil que je vais utiliser pour discuter Hayek et sa conception de la liberté. Je dirais que l'outil, je l'ai fabriqué et qu'il est d'une certaine manière plus important que l'objet sur lequel je vais l'appliquer, en tout cas à mes yeux. Dans un deuxième temps, je vais m'attarder à la question de la liberté chez les Grecs. Et dans un troisième temps, je vais vous parler de la liberté chez Hayek, tel qu'il nous en parle dans le premier chapitre de ce qu'on considère, en tout cas de ce que les spécialistes de Hayek considèrent comme son opus magnum, la Constitution de la liberté 1960. Bien entendu, il parle de la liberté dans bien d'autres ouvrages. Mais j'ai décidé de me concentrer sur, pour des raisons éthiques, j'ai décidé de prendre la partie de son œuvre où lui a le sentiment d'avoir l'occasion de développer avec les arguments qui ont le plus de force son point de vue sur la question de la liberté, c'est-à-dire le premier chapitre de la Constitution de la liberté, qui est reconnu par tous les spécialistes comme l'ouvrage majeur, l'ouvrage phare de la doctrine de Hayek. Donc, je commence par la question de l'outil. Je fais la supposition, et je m'adresse à des historiens des idées qui vont, à mes yeux en tout cas, être en mesure de juger de cet outil, éventuellement méditer sur son efficace pour d'autres analyses. Mais je suis conscient de faire devant un public qui est beaucoup plus que moi formé à la question d'histoire des idées, qui n'est pas mon domaine. Alors, je fais l'hypothèse que depuis les Grecs, il a existé 4 types de problématisation de la notion de liberté. Ou pour être plus précis, qu'exception faite de la définition commune de la liberté, c'est faire ce qu'il nous plaît. Ou encore, jouir de la contingence. Genuss der Zufälligkeit, disait l'idéologie allemande, lorsque Marx et Engels voulaient résumer l'ensemble des définitions du sens commun à propos de la liberté. Exception faite de cette définition-là, celle du sens commun, il a existé 4 grands types de problématisation.
c'est ma thèse. C'est la première partie de ma thèse. 4 grands types de problématisation de l'idée de liberté. Dans l'histoire de notre tradition philosophique, qui remonte donc, la question de la liberté dans notre tradition philosophique, contrairement à ce que dit Arendt, remonte bien à Platon. Dans l'œuvre de Platon, il existe 226 occurrences où le mot eleutheros et eleutheria, ou leurs dérivés, apparaissent. Donc, depuis Platon, on a interrogé le thème de la liberté. Soit en y réfléchissant comme à propos de ce que le mot ou la notion veut dire en elle-même, indépendamment du fait de savoir si on doit l'appliquer aux hommes ou aux dieux, indépendamment de la question de savoir si on l'a, pour parler comme Hobbes, si on l'applique à des êtres rationnels ou non rationnels, à des êtres animés ou inanimés. La notion de liberté comme telle, ça constitue un premier type de problématisation dans notre tradition philosophique du thème de la liberté. Il y a un deuxième type de problématisation qui apparaît tout de suite avec les Grecs et qui cette fois-ci concerne la question qu'on peut poser à propos de la présence de la liberté chez les êtres humains, en faisant toujours cette fois-ci encore abstraction de leur dimension sociale et politique. Autrement dit, on peut se poser la question, la volonté des hommes, à supposer qu'on se soit forgé le concept de volonté, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Platon et d'Aristote, à supposer qu'on se soit forgé le concept de volonté, leur volonté est-elle libre ? Leur imagination est-elle libre ? Leurs actes sont-ils libres ? Deuxième type de problématisation. Il existe 2 autres grands types de problématisation dans notre tradition philosophique de la question de la liberté. Et cette fois-ci, elles touchent l'une et l'autre à la dimension qui est impliquée par la reconnaissance sociale. Plus précisément, le 3e type que je distingue, qui existe aussi, qui fait son apparition avec les Grecs, en particulier avec le texte de Platon sur les lois, c'est la question, dans les sociétés humaines, la question qui surgit lorsqu'on prend conscience, lorsque les philosophes prennent conscience que dans les sociétés humaines, l'institution du droit fait émerger une frontière entre ce qui est permis et ce qui est défendu. Et que ce faisant, forcément, dans le droit, une certaine objectivation collective, sociale, juridique de la liberté fait son apparition. Et ça, dès les Grecs, j'insiste, parce qu'on pourrait croire que la philosophie du droit, c'est quelque chose qui est une création des modernes. Non, non, ça existe chez les Grecs. 4e dimension, je la tiens pour la plus profonde du point de vue philosophique, je la tiens pour la plus difficile, et cette fois-ci elle concerne le fait que cette frontière instituée par le droit entre ce qui est permis et ce qui est défendu dans l'ordre des actions qui touchent la vie et la vie avec les autres, eh bien cette frontière, elle est mobile dans le temps et elle est sujette à des transformations qui ont un rapport avec la question du pouvoir. D'où la citation de Michel Foucault en exergue de mon propos d'aujourd'hui. Le 4e type de problématisation, c'est celle qui surgit, on a beaucoup parlé de Vico, enfin on a nommé Vico, qui surgit avec la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire qui surgit avec la conscience que, en dépit de ce que voudrait la loi ou les lois, le droit se transforme dans le temps et qui se transforme. Hobbes l'a bien vu, la modernité l'a bien vu, mais à mon sens, déjà, c'est quelque chose qui s'aperçoit chez les Grecs, même s'ils vont le penser avec leur manière à eux, ce caractère cyclique dont on a parlé, les régimes politiques, au bout du compte,
il y a cette idée que la Constitution, le droit, la frontière entre le licite et l'illicite, c'est quelque chose qui est le produit des rapports politiques. Et les rapports politiques, c'est des rapports de force. Et les rapports de force sont mouvants dans le temps. D'où mon assertion initiale, qui va me servir d'outil. Il existe dans notre tradition 4 types, et 4 types seulement, oserais-je ajouter, parce que ça fait 2-3 ans que j'ai trouvé, on va dire, cet outil. Et ça fait 2-3 ans que je cherche des objections. Je n'ai pas réussi encore à faire tomber, disons, la construction. Hein, peut-être elle est fragile, comme toutes les constructions. Pour l'instant, elle résiste un petit peu aux objections que je lui fais moi-même. Et peut-être que l'une ou l'un d'entre vous, aujourd'hui, vont me dire, ben regardez, ça ne marche pas, j'imagine un 5e type. Bon, pour moi, en gros, pour l'instant, au moment où je vous parle, je me dis qu'il existe 4 grands types de problématisation. Quand je dis 4 grands types de problématisation de la question de la liberté, pourquoi est-ce que la liberté fait question? Pourquoi est-ce que la liberté est un concept dont nous ne savons pas exactement ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que la liberté, certains penseurs, je pense à Isaac Berlin, imaginent qu'il faut absolument distinguer, classer les points de vue philosophiques selon ceux qui ont défendu un point de vue négatif sur la liberté. La liberté, c'est la résistance à, c'est la capacité de résister à la contrainte, ou bien ceux qui ont défendu un point de vue positif sur la liberté. La liberté, c'est le pouvoir faire. J'ai un téléphone cellulaire, je suis plus libre. Parce que ça augmente ma capacité de faire dans le monde, disent certains philosophes matérialistes. Et pourquoi est-ce que ce point de vue-là de Berlin est possible, ou bien, si je me tourne du côté d'un grand sociologue qui a vraiment posé, je vous dis, à mon avis, Orlando Patterson, c'est un très grand sociologue, professeur à Harvard, noir de peau, jamaïcain d'origine, grand sociologue de l'esclavage, qui dit, voilà, je vais distinguer liberté politique, liberté civile, liberté. Pourquoi est-ce que moi, ça ne me convient pas? Pourquoi est-ce que je vous propose cet outil-là? Parce que je pense que la liberté fait, avant de poser des catégories, des types de points de vue philosophiques, je pense qu'il faut faire un pas en arrière et poser la question des types de questions. Je vous propose une typologie des questions et non pas une typologie des réponses. Quatre types de questions à propos de la liberté. Pourquoi est-ce que les hommes se posent des questions sur la liberté? Parce que le mot liberté n'existe pas dans toutes les cultures humaines. Dit Orlando Patterson en 1982 dans son grand ouvrage Slavery, History of Slavery or Social Death, Histoire de l'esclavage ou de la mort sociale. Dans cet ouvrage, il a le courage d'avancer une hypothèse. Je crois me rappeler que c'est dans cet ouvrage, pas important. Ça peut être dans un autre sur la fabrication de l'Occident à travers l'idée de liberté, peu importe. Il a le courage de faire l'hypothèse que le concept de liberté, que la notion commune de liberté apparaît dans les langues européennes et pas dans les autres, en tout cas pas dans les autres tant et aussi longtemps qu'elle ne rentre pas en contact avec les langues indo-européennes par l'intermédiaire des individus qui parlent. Alors j'ai dit c'est courageux, j'ouvre une parenthèse, juste, mais ça me paraît important. J'ouvre une parenthèse sur le fait qu'on pourrait dire, mais Orlando Patterson, tu as un point de vue ethnocentrique sur la question. Tu crois que la liberté, c'est juste les gens de l'Occident qui l'ont inventée. Ça rejoint un petit peu une question et une objection qu'on pourrait faire à la nature même du colloque auquel nous participons depuis 48 heures. Mais l'argument de l'ethnocentrisme est un argument très particulier parce que son inverse, qui consisterait à dire « Ah, vous croyez que l'idée de liberté existe partout, mais vous êtes ethnocentrique. »
ferme la parenthèse. Orlando Patterson nous dit qu'il y a une invention du mot liberté qui est propre à notre tradition culturelle, aux langues indo-européennes. Et dans la foulée, un grand historien, Jean-Marc Narbonne, sait à quel point j'admire le travail de Kurt Raaflaub, qui à mes yeux a bouleversé notre compréhension du monde grec, qui travaille depuis 30 ans sur cette question, dans une thèse de doctorat défendue en 1984, publiée aux États-Unis en 2004 ou 2005. Je vais essayer de donner le titre exact. The Discovery of Freedom in Ancient Greece, 2004. Dans cet ouvrage absolument magistral, Kurt Raaflaub travaille à partir d'une méthode très spécifique qu'il appelle l'histoire des concepts. J'ai entendu quelqu'un dans le colloque, je ne me rappelle plus qui, a mentionné ça, l'histoire conceptuelle. Kurt Raaflaub nous fait l'histoire du concept de liberté. Et alors ça donne quelque chose de très étrange. La technique, on va dire, si je réduis à l'essentiel, j'aime bien la simplicité. Je disais à quelqu'un, je ne vise que la simplicité. Hein. Pour moi, la philosophie, c'est viser à la simplicité. Enfin, c'est une parenthèse. Si je ramène à l'essentiel ce que c'est que la méthode de l'histoire conceptuelle, ça consiste à dire je n'ai pas le droit de présupposer l'existence d'un concept dans une culture tant aussi longtemps que des textes ne me font pas témoignage, des textes qui sont venus jusqu'à nous, ne me témoignent pas du fait que l'idée portée par le nom, par le mot, était là. Or, le mot liberté dans son abstraction et sa généralité, et l'euthéria, ne fait son apparition qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, et non pas à l'époque d'Homère. À l'époque d'Homère, nous dit, 9e, 8e siècle, Raaflaub nous dit, écoutez, il existait le mot eleutheros, l'adjectif, libre. Et surtout, il existait to eleutheros, le libre, par opposition à doulos, to doulos, l'esclave. Donc, on avait une conception purement statutaire, une opposition purement statutaire, le libre et le non-libre. Mais il n'existait pas encore ce à propos de quoi nous pouvons faire question en philosophie, ce avec quoi nous pouvons ensuite de ça faire question en philosophie, c'est-à-dire la liberté. N'existait pas la notion de liberté, en tout cas, Raaflaub nous dit, elle n'apparaissait dans aucun texte. Mais il y a mieux. Raaflaub nous dit, je vois apparaître le mot eleutheria, donc la liberté dans son sens assez général, au VIe siècle, après la réforme de Solon. Donc après que l'idée qu'on puisse rendre esclave un citoyen libre pour dette soit abandonnée. Mais Raaflaub nous dit, mais eleutheria n'a pas encore son plein sens. Autrement dit, eleutheria n'a pas encore le sens politique et n'a pas encore le sens de ce dans quoi les Grecs se reconnaissent comme dépositaires de l'idée de liberté. Cette apparition d'un nouveau sens de eleutheria, elle va avoir lieu au début du Ve siècle, au moment des guerres médiques. Puis alors regardez comme c'est psychanalytique et que c'est lacanien, si vous voulez. Raaflaub nous dit, les élites grecques vont forger l'idée de liberté au moment où elles vont craindre de perdre ce qu'elles avaient déjà, mais qu'elles étaient incapables de nommer. Autrement dit, l'idéal de liberté, nous dit Raaflaub, je ne dis pas qu'il le dit comme je le dis, mais c'est ce que je retire de ma lecture. L'idée de liberté, l'idéal de liberté, dans lesquels les cités grecques, et en particulier Athènes, va se reconnaître, est un idéal qui est forgé au moment où les élites, à cause des guerres contre les Perses, redoutent de perdre quelque chose qu'elles se savent avoir, mais qui jusque-là était
non nommées, innommées, parce qu'elles étaient dans l'insouciance de leurs frères. Donc le mot liberté fait son apparition, nous dit Claude Raffabre. Pour moi, c'est quelque chose de crucial, au début du 5e siècle. Et Raffabre rajoute, cette fois-ci, avec son plein sens politique, à tel point, et politique et religieux, devrais-je rajouter, parce que, comme va en témoigner un autre historien, Hansen, qui a déjà été cité dans ce colloque, on va voir se développer un nouveau culte. Jusque-là, on priait Zeus Soterios, le Zeus qui assure le salut. Et là, on se met à prier Zeus Eleutherios, Zeus qui garantit la liberté, Zeus qui témoigne du fait que nous, Athéniens, et nous, Grecs, nous sommes les fils de la liberté. Et ça va tellement loin qu'il y a un chapitre, alors je ne peux pas en parler parce que c'est trop long, mais je vous le signale, ça va tellement loin qu'il y a un chapitre spécial dans le bouquin de Raffabre, chapitre 6 si je ne me trompe pas, que je juge exceptionnel, parce que Raffabre nous dit, écoutez, c'est compliqué dans la guerre contre les Perses, il se forment différentes ligues. De temps en temps, c'est Sparte qui domine, il y a la ligue autour de Sparte, il y a la ligue autour d'Athènes. Mais il faut que vous sachiez qu'au nom du fait que les Athéniens se disent c'est nous qui incarnons mieux la liberté que les autres, ils vont imposer leur impérialisme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Au nom de la liberté, ils vont imposer leur impérialisme aux autres cités. C'est quand même incroyable. Vous voyez, tout ça, ça se passe au 5e siècle. Et j'ajouterai au début du 5e siècle. Avant Jésus-Christ. Voilà. Entre parenthèses, le mot liberté, il vient de l'accusatif latin, libertatem, qui est l'accusatif de libertas. Et libertas, c'est un mot qui, à l'origine, désigne, là aussi, j'ai parlé de Eleutheros, mais libertas, ça désigne, à l'origine, un statut. Avant de devenir la liberté, les Romains, contrairement, je fais une petite parenthèse, les Romains, contrairement aux Grecs, avaient une vraie déesse de la liberté. J'en parlerai, j'en dirai peut-être quelques mots tout à l'heure, mais ils avaient une vraie déesse de la liberté, ce qui n'est pas le cas des Grecs. Hansen nous explique qu'ils ont fabriqué une déesse qui s'appelait Démocratia. Hansen nous explique qu'au moment de la guerre contre les Perses, à Athènes, vous aviez une vingtaine de trières de combat qu'on avait baptisées du nom de Eleutheria. Exactement comme aujourd'hui, vous savez, quand un porte-avions, on le baptise avec une bouteille de champagne, on lui donne le nom. Les Athéniens, ils avaient appelé leurs trières de combat, ils les avaient appelées les libertés. Et les Romains, c'était plus fort. Ils avaient une déesse qui était pendant... Enfin, je vais en dire quelques mots, ce que j'en sais en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui connaissent beaucoup mieux que moi, ces choses-là. Mais ils avaient une déesse qui s'appelait Libertas, qui existait depuis très longtemps, qui était la parèdre de Libère. J'ai appris depuis très peu de temps ce que c'est que parèdre. Hein. Croyez, j'ai l'air de savoir ce que c'est, mais c'est parce que ça fait très peu de temps que je sais ce que c'est. Parèdre, c'est quelque chose... Dans la statuaire romaine, c'est quand on représente un dieu, la petite divinité qu'on lui associe, on appelle ça parèdre. Une parèdre. Donc Libertas, c'est une parèdre du dieu Libère. Dieu Libère, c'est le dieu du vin, c'est le dieu de la... Pourquoi est-ce que Libère est le dieu du vin? Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport entre liberté et le vin? Parce que pour les anciens Romains, le dieu Libère libère des angoisses. C'est le cas de le dire. Vous voyez, il est le dieu qui libère de l'angoisse, parce que quand tu bois un verre, tu es un petit peu saoul, tu es un peu gris, tu te libères du gris de l'existence. Et, parce qu'il peut y avoir du gris de l'existence. Les Romains savaient ça. Et donc, libère... Mais ils avaient, tout de suite, ils avaient mis Libertas comme parèdre. Or, très curieusement, alors là, c'est pas Raffabre, c'est moi qui vais vous dire ça, et je sais absolument pas, je suis pas historien,
non seulement pas historien des idées, mais pas historien, donc je ne sais absolument pas ce que ça vaut, mais je me fais une hypothèse que j'ose essayer de partager avec vous aujourd'hui. Il se trouve que Libertas, elle gagne en grandeur à partir des moments des guerres puniques, en particulier en 238 avant Jésus-Christ. On commence à lui construire des statues très sérieuses, donc elle cesse d'être juste un appendice du dieu Libère. Elle devient Libertas comme telle. Au moment où les Romains, si j'applique le même raisonnement Krafla, au moment où les Romains qui ont été quand même provoqués Carthage, mais c'est pas parce qu'ils ont provoqué Carthage qu'ils n'ont pas tout d'un coup saisi d'angoisse à l'idée qu'ils vont perdre ce qu'ils ont déjà, et Libertas croît en grandeur. Et tout d'un coup, ça devient une déesse très importante. On lui fait des atriums, il va y en avoir plusieurs sur le mont Aventin, on y fait des cérémonies de libération d'esclaves, on y entasse des parchemins qui sont des textes de loi, et on y fait des cérémonies de libération d'esclaves, d'affranchissement d'esclaves, en revêtant les esclaves du bonnet phrygien de la Révolution française, puisque la Révolution française va emprunter son bonnet phrygien aux cérémonies d'affranchissement d'esclaves qui ont lieu à Rome. Ok, ça c'est... Je ferme la parenthèse sur Libertas. Il se trouve qu'aujourd'hui, entre parenthèses, il y a un certain nombre de philologues, je ne suis pas philologue, pas plus qu'historien des idées, mais j'ose partager votre hypothèse, l'hypothèse que pour l'instant je me fais, mais peut-être qu'elle est fausse. Mais dans Libertas, il y a lib, qu'on retrouve dans libido, qu'on retrouve dans le russe lyubit, qui veut dire aimer, ou dans le tchèque libit, qui veut dire se plaire à, ou dans l'allemand lieben, liebe, qui veut dire aimer. Et en fait, il y a un certain nombre de philologues qui disent, dans liberté, il y a l'écho du faire ce qu'il vous plaît. Et que j'ai dit tout à l'heure être la définition commune du mot liberté dans toutes les cultures issues des langues indo-européennes. Alors, quelques mots encore. Sur ce fameux mot liberté. Si aujourd'hui vous lâchez le mot liberté dans n'importe quelle conversation, à table, le soir, vous allez sentir poindre une émotion chez les auditeurs. Sans doute vous allez, si vous êtes attentif, vous allez voir apparaître un certain enthousiasme, au contraire une espèce de crainte, une répulsion soudaine qui va apparaître. Le mot, la liberté, c'est quelque chose qui... Encore aujourd'hui, le singulier du mot, je dis la liberté, a quelque chose du nom de la déesse lointaine des Romains. Mais dès que vous dites les libertés, plus rien. Autrement dit, c'est comme si... il y avait Paul Valéry disait ce mot qui chante plutôt qu'il ne parle. À propos de la liberté, ce mot qui chante plutôt qu'il ne parle. Vous voyez, pourquoi est-ce que les hommes peuvent se poser des questions à propos de la liberté? J'en reviens à mon propos initial, tout doucement. Pourquoi est-ce que les philosophes ont pu se poser des questions à propos de la liberté, au fait? C'est parce qu'en fait, c'est un mot qui chante plutôt qu'il ne parle. Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On a construit dans nos cultures un mot qui est extraordinaire. Évidemment qui est extraordinaire parce qu'il est enchanteur. Parce qu'en fait, ça peut être la liberté de fouetter mon esclave, comme disait Marx dans l'idéologie allemande, ou la liberté de résister à la domination. Oui, vous sentez bien que dans la liberté, d'ici 10 secondes, d'envoyer 50 milliards de dollars pour investir à Singapour, ou la liberté de résister à l'oppression ici maintenant. C'est un mot qui chante plutôt qu'il ne parle. Donc,
les philosophes se sont emparés de ce mot et ont pu construire 4 grands types de questions, 4 grands types de problématisation. Voilà pour l'outil. Et voilà aussi pour, disons, la mise en situation initiale, la question de la liberté chez les Grecs. Je pense que j'ai été sommaire, mais dans la discussion, si besoin est, je reviendrai. Donc j'en arrive à Hayek, parce que je ne veux pas justement déborder mes 45 minutes, je vais être à peu près à temps. J'arrive déjà à la 3e partie, finalement, de mon propos. Alors comment je vais utiliser cet outil? Et il se trouve que, entre parenthèses, j'ai du respect pour Hayek. Je ne dirais pas j'ai un immense respect, ce serait faux. J'ai du respect. Je pense que c'est sans doute un grand intellectuel. Je dis très souvent aux étudiants, faites attention, quand vous traitez d'un adversaire idéologique, donnez-lui toutes les chances. Donc ne le prenez pas par le côté, prenez-le et affrontez-le de face. Donc ce que je vais essayer de faire. Pourquoi l'outil maintenant? Comment je l'applique l'outil? L'outil, ça consiste à vous dire d'abord ceci. Ce qui me frappe dans le premier chapitre de la Constitution de la liberté de Hayek, c'est qu'il va faire comme si on pouvait comparer une définition de la liberté tirée du deuxième type de problématisation à une définition de la liberté tirée du 3e type, à une définition de la liberté tirée du 4e type, alors que pour moi, ces types de problématisation sont incommensurables. Et le côté légèrement pervers de Hayek, c'est que le mot incommensurable apparaît dans son texte. Donc, vous voyez, là, je suis au plus près de ce qu'il fait dans ce premier chapitre de la Constitution de la liberté. C'est-à-dire, il compare des définitions de la liberté en vous disant « je vais en choisir une », vous allez voir laquelle, et en fait, je vais rejeter toutes les autres. Mais je conteste le fait qu'il puisse dire « parce que j'en choisis une, je peux contester les autres ». C'est ça mon point. Enfin, mon argument philosophique, ça consiste à dire puisque ce sont des types de problématisation relativement imperméables, relativement incommensurables, ce n'est pas parce que tu nous proposes une définition, vous allez voir laquelle, que tu peux rejeter les autres, parce que de toute façon, c'est d'autres types de questions qui sont en jeu ici. J'en arrive concrètement, j'en arrive au point. Peut-être ça va pas vous étonner, mais il choisit la définition la plus archaïque de la liberté, c'est-à-dire celle qui circulait avant même le 5e siècle. Mais en même temps, ce faisant, il fait une erreur historique, puisque le mot liberté n'existait pas. Il dit, la liberté que je vais choisir, la définition de la liberté que je vais choisir, c'est le fait de ne pas être esclave. Ah ben là, ben oui, c'est sûr, on est obligé d'être d'accord avec lui. Mais au moment où la question du libre et du non-libre était la question centrale pour les Grecs, entre le 9e et le 6e siècle, le mot liberté, si on suit Raflab, n'existait pas vraiment. Donc quand Hayek nous dit, voilà, je vais choisir la liberté d'un individu, je cite, est l'état dans lequel un homme n'est pas sujet à la coercition de la volonté arbitraire d'un autre ou de plusieurs autres. Je prétends que ce qu'il nous donne là est une définition incontournable de la liberté. Mais que c'est la définition qui nous dit « est libre celui qui n'est pas esclave ». On ne peut pas contester ça. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne crois pas que vous soyez nombreux dans la salle me dire « non, on peut être esclave et libre ». Je sais bien, il y a eu Stéicien, il y a eu les Épictètes qui nous a dit « même dans les chaînes, on peut être libre ». Mais enfin, c'est une bonne définition de ne pas être soumis à la volonté arbitraire d'un autre ou des autres. Mais c'est au nom de cette vérité archaïque, si vous permettez, je vais utiliser l'expression définition archaïsante de la liberté, pré-politique, pré-philosophique, déjà Platon, même Aristote et Platon,
et surtout les stoïciens et les chrétiens, et ils vont tous donner d'autres définitions de la liberté, qu'il est, à mon avis, très imprudent de rejeter au nom de celle-là, qui est tout à fait valide, mais qui ne permet pas, à cause de sa validité, ça ne permet pas de rejeter les autres qui répondent à d'autres questions. C'est-à-dire la liberté dans le droit, la liberté dans le rapport politique et le rapport de pouvoir, ou la liberté de la volonté. Or, Hayek, dans le premier chapitre de la Constitution de la liberté, rejette explicitement: être libre, c'est vivre sous un système de loi établi par consentement. La définition classique chez Rousseau, reprise par Kant, et antérieurement à Rousseau et Kant, toute la tradition républicaine, qui consiste à dire être libre, c'est vivre sous les lois qu'on s'est données à soi-même par l'intermédiaire des représentants qu'on s'est donnés librement et qui ont voté ces lois. Mais Hayek rejette ça au nom de sa liberté archaïsante, de sa définition archaïsante de la liberté comme être libre, c'est ne pas être esclave. Il rejette de la même manière la liberté est l'expression intérieure de la volonté. J'ai dit tout à l'heure que le concept de volonté n'est pas du tout un concept transhistorique ou évident. À l'époque de Platon et d'Aristote, il n'existait pas. Enfin, Jean-Marc Narbonne le signale, je crois me souvenir qu'il le signale dans son texte, dans son livre. Il n'y avait pas encore d'une unification conceptuelle qui faisait que la notion de volonté soit pleinement présente comme concept philosophique. La volonté apparaît chez les stoïciens, le concept de volonté, j'ai trouvé des textes remarquables, entre parenthèses. L'idée de volonté suppose, regardez là encore, c'est anti-psychanalytique, mais c'est pas mal. Les stoïciens disent, écoutez, la volonté c'est un drôle de truc, c'est une partie de l'âme qui cherche à devenir hégémonicone par rapport aux autres. Ok. C'est comme, pour croire à la volonté, il faut croire qu'il y a une partie de la psyché qui, se retournant vers les autres, leur dit à mes ordres. C'est un drôle de truc. Freud va appeler ça le surmoi, si vous voulez. Mais les stoïciens avaient une idée déjà pas pire. Partie qui devient hégémonique. Ok. Mais Hayek, il ne discute pas du tout de cette question-là. Il dit la seule chose qu'il fait, c'est qu'il dit la liberté n'est pas. Je récuse l'idée que la liberté est l'expression intérieure de la volonté. Il récuse aussi bien, troisième définition qu'il récuse, la liberté n'est pas une capacité de faire. Je suis d'accord avec lui. Mais la liberté comme capacité de faire, la liberté comme. Il dit c'est les matérialistes qui ont défini ça, c'est vrai. Quoi qu'il faudrait faire des nuances, dans les traditions philosophiques, il y a beaucoup de manières différentes de définir la liberté, y compris dans la tradition matérialiste. Et Hayek discute aussi de la définition populaire qu'il rejette. Ce n'est pas faire ce qu'il nous plaît. Ça ne peut pas être faire ce qu'il nous plaît. Depuis Platon, les philosophes se sont employés à dévaloriser la définition populaire, la définition du sens commun de la liberté. Depuis, dans la tradition philosophique, à ma connaissance, les seuls qui ont osé dévier de l'axe de la tradition philosophique, ce sont les stoïciens, et en fait, qui sont héritiers des cyniques. Ce sont les cyniques et les stoïciens, qui ont osé dire, vous trouvez ça chez Épictète, être libre, c'est faire ce qui vous plaît. Mais là, c'est comme si les philosophes acceptaient, dans le sens de Narbonne, de sortir complètement de la trace proposée par Platon. Parce qu'évidemment, pour Platon, c'est impossible. La définition une telle définition de la liberté, il y en a une chez Platon. Mais c'est impossible que ce soit ça. C'est certainement pas faire ce qui vous plaît. Mais vous trouvez ça, y compris jusque dans l'école de Francfort, vous trouvez ça... Alors, vous trouvez ça dans toute la tradition philosophique, le refus, le rejet de la définition de la liberté qu'on trouve dans le sens commun. Le jouir de la contingence, le Genus der Zufälligkeit. Ça, on refuse ça. Mais alors comment est-ce que Hayek, maintenant qu'il a proposé une définition parfaitement archaïsante de la liberté, qui est
pré-chrétienne, pré-politique, pré-philosophique. Comment est-ce qu'il la marie avec... Et c'est là qu'en fait, il y a quelque chose, il y a le tour de passe-passe et le voile idéologique qui est jeté sur la réalité contemporaine. Puisque ça ne peut pas être non plus de faire ce qu'il nous plaît. La liberté, ça va être l'adaptation à ce qui nous est proposé comme état de choses. On reprend la vieille tradition empiriste, en particulier incarnée par Hume. La liberté dans la tradition empiriste, c'est une capacité de s'adapter. Elle s'exprime chez l'être humain comme une capacité d'adaptation. Et ici, ce qui est exigé de nous, l'injonction contenue dans l'idée de liberté, il y a souvent une injonction contenue dans l'idée de liberté depuis les Grecs. Ben, Hayek va nous dire, la liberté, c'est ne pas succomber à la volonté des autres, et c'est obéir à l'injonction d'entrer en compétition avec toutes les autres tentatives d'adaptation au marché. Autrement dit, le coup de force idéologique d'Hayek, dès le premier chapitre, mais en fait, pas tout à fait dans le premier chapitre, parce que ce que je vous dis là, vous allez le trouver dans la suite du livre, pas tout à fait dans le premier chapitre, mais dès le troisième. L'injonction qui est d'adaptation. C'est une injonction d'adaptation à la compétition. Compétition qui concerne quoi? Les tentatives d'adaptation. À quoi? À ce qu'il appelle le marché. Qu'est-ce que le marché pour Hayek? C'est le lieu où vont venir potentiellement entrer en rivalité, mais aussi en équivalence, tous les projets humains. Et pourquoi est-ce que la liberté est cruciale du point de vue de Hayek? C'est parce qu'il a quitté la théorie néoclassique, la théorie marginaliste, très important à comprendre. Il a quitté à la fois la théorie classique des économistes de Smith à Marx, mettons, et puis il a quitté la théorie des néoclassiques, et pour lui, le marché est un lieu de, pour le dire à la manière de Foucault, est un lieu de véridiction. Est un lieu de véridiction, c'est-à-dire c'est un lieu s'éprouver la vérité et la validité des différents projets qui peuvent ne rien avoir en commun. Le projet de chaire de recherche, le projet de lancer une nouvelle marque de biscottes, le projet de faire une compétition de vélo, tout ça, ça peut entrer en compétition en dépit du fait que c'est qualitativement parfaitement incommensurable, mais ça peut entrer en compétition sur quoi? Sur le marché. Et être libre, c'est accepter, c'est ne pas dépendre de la volonté arbitraire d'un autre ou de plusieurs autres, mais pour ne pas dépendre de la volonté arbitraire d'un autre ou de plusieurs autres, alors il faut se soumettre à l'injonction d'entrer en compétition avec toutes les autres tentatives d'adaptation au marché. C'est ça la définition de la liberté chez Hayek. Et vous remarquez qu'elle est très précisément, quand même, en opposition avec la définition de Foucault que je vous ai donnée au début et que je vous ai dit appartenir au domaine le plus profond de la réflexion politique, qui consiste à penser la liberté à l'intérieur de la dimension de la relation de pouvoir. Et plus précisément, ce qu'il y a très précieux sur le plan philosophique dans la définition de Foucault, et qui échappe sans doute à Foucault lui-même, parce que Foucault est un type un peu bavard, comme souvent les philosophes le sont, et qui fait qu'il saute d'une phrase à l'autre, et il est déjà en train de penser à la suivante. Et ce qui fait que Foucault manque la richesse de sa propre définition. Ce qui fait que quand vous lisez Licence de la biopolitique, vous apercevez qu'il retombe à des définitions moins intéressantes que celles qu'il a proposées, qui est très intéressante. Et pourquoi est-elle très intéressante? Parce qu'elle nous dit quelque chose qui n'a pratiquement jamais été dit dans l'histoire de la philosophie, à savoir que l'idéal de liberté ne peut faire son apparition qu'au sein d'une liberté réelle qui est elle-même limitée par un type déterminé de rapport de pouvoir. Autrement dit, l'idéal de liberté, ici, chez Foucault,
assis à l'intérieur, il est situé à l'intérieur d'un rapport réel. Parce que pour Foucault, j'en arrive à mon point final, pour Foucault, la relation de pouvoir, c'est pas une relation imaginaire, pour le dire à la manière des psychanalystes. C'est pas une relation symbolique, c'est pas une relation imaginaire. C'est une relation réelle entre des pratiques. Et au sein de cette relation réelle entre des pratiques, pratiques du pouvoir, pratiques subordonnées, pratiques subalternes, puisqu'on a utilisé ce terme, et pratiques du pouvoir, dans cette relation réelle entre des pratiques, surgit un idéal qui, du même coup, est toujours situé historiquement, est toujours situé circonscrit, déterminé par le type de relation de pouvoir auquel on a affaire. Mais vous voyez bien que je n'absolutise pas non plus la définition de Foucault, puisque je vous ai dit, c'est une des quatre, c'est sans aucun doute à mes yeux une des plus belles qui a été donnée récemment, mais je ne l'absolutise pas non plus, puisque je vous ai dit, dans ma perspective, il n'existe pas par nécessité, il ne peut pas exister une définition de la liberté. Par nécessité, il existe 4 types de questions qu'on pose relativement à la liberté. Je m'arrête là.